Aujourd'hui, ça sera l'ostéomyélite aiguë de l'enfant. Ça, c'est le plan de la question. On commence par une définition, généralité, puis étiologie, un rappel anatomique, physiopathologie, l'anapathie, les signes cliniques, les examens complémentaires, l'évolution, les formes cliniques, diagnostic différentiel, traitement. On terminera par une conclusion. Donc, comme définition, il faut savoir que l'ostéomyélite se définit comme étant une infection aiguë de l'os en croissance par voie hématogène, c'est-à-dire par voie sanguine, qui est secondaire généralement à une septicémie. Le germe le plus souvent incriminé est le staphylocoque doré. Elle est rare chez l'enfant dans les pays développés. Par contre, dans notre pays, elle représente un véritable problème de santé publique et qui cause beaucoup d'handicaps moteurs. Donc, c'est un véritable fléau. L'ostéomyélite aiguë est souvent vue ou bien diagnostiquée à un stade tardif, dit de stade de catastrophe orthopédique, fonctionnelle et cutanée. Les causes de retard diagnostique sont multiples, donc c'est la méconnaissance de l'affection, la notion d'un traumatisme qui égare le diagnostic, et surtout la radio qui est normale et qui rassure à tort au début. Le diagnostic doit être précoce et le traitement doit être entrepris immédiatement et correctement pour éviter le passage à la chronicité. Dès qu'on pense à une ostéomyélite, il faut la traiter comme telle. Il ne faut pas attendre ni bilan ni d'autres examens. Pour le chapitre étiologie, il faut savoir que l'ostéomyélite aiguë chez l'enfant touche les sujets jeunes en pleine croissance, nourrissants et enfants entre 8 ans et 12 ans, mais on peut la trouver après 10 ans, avant 8 ans et avant l'âge de 1 an. La porte d'entrée, généralement, c'est une infection locale. On peut avoir des lésions cutanées, on peut avoir une angine. La porte d'entrée, elle est souvent minime, suite à laquelle se produit une bactériémie ou une septicémie. Il s'ensuit par la suite, une atteinte du tissu osseux, des métaphyses désolants, elle atteint à 99% des cas. Généralement, on dit que l'ostéomyélite est près du genou et loin du coude, mais on peut la trouver à n'importe quel segment osseux. Le rappel anatomique est très important, donc il faut savoir que chez l'enfant, la métaphyse est irriguée par deux types d'artères. Il y a deux types d'artères. Il y a les artères métaphysaires qui viennent de l'artère nourricière de la diaphyse et des artères périostées. Voilà l'artère périostée. D'accord? Ça, c'est l'artère épiphysaire et l'artère métaphysaire. L'artère métaphysaire et l'artère périostée. Avant l'âge de 1 an, les capillaires perforent la plaque de croissance et entraînent une propagation articulaire. Donc, il y a, avant 1 an, les capillaires, ils perforent la plaque et il y a un passage de l'infection entre la métaphyse et l'épiphyse. C'est pour ça, chez le jeune enfant, on parle d'ostéoarthrite et le diagnostic est difficile entre une ostéomyélite, par exemple l'extrémité supérieure du fémur ou bien l'extrémité supérieure de l'humérus et une ostéoarthrite ou bien une arthrite de l'épaule ou de la hanche. Entre 1 an et 16 ans, il n'y a pas de communication entre l'épiphyse et la métaphyse. Il y a une protection articulaire, c'est-à-dire la plaque conjugale ou la plaque de croissance protège l'articulation. La modification est faite en fonction de l'âge
du réseau vasculaire en région métaphyso-épiphysaire. Cela permet d'expliquer les différentes formes cliniques de l'ostéomyélite aiguë. Concernant le chapitre physiopathologie, la fixation du germe par le système réticulo-endothélial, au début, on a une thrombose des artères métaphysaires. Lorsque ces artères métaphysaires sont thrombosées, la seule irrigation possible de la métaphyse est assurée par les artères périostées. Les conséquences de cette thrombose expliquent l'anatomie pathologique des diverses possibilités ovulutives et le traitement. Voilà. Donc, le premier stade de l'ostéomyélite. Donc, voilà, on a une thrombose. Et si on palpe la région métaphysaire, cette région est très douloureuse. Si le périoste reste bien collé, les artères périostées vont pouvoir continuer le rapport sanguin et les antibiotiques vont pouvoir atteindre le tissu vivant. Si, au contraire, la survenue de sérosité d'abord, puis du cul ensuite, cela vient décoller le périoste et nous donne un abcès sous-périosté. À ce moment-là, les artères périostées vont être arrachées et la métaphyse n'est plus irriguée. Tant qu'il y aura cet abcès, elle risque de se séquestrer et elle n'est plus accessible aux antibiotiques par voie générale. Donc, il y a un rôle favorisant le traumatisme. Après un traumatisme minime dans les jours précédents, l'important réseau veineux peut se thromboser et une infection quelconque venant d'ailleurs peut se développer. Donc, si on a un traumatisme minime qui vient au niveau de la métaphyse, il s'ensuit ensuite une thrombose vasculaire. D'accord? Thrombose vasculaire. Et il y aura une pullulation microbienne et on aura une colonie bactérienne au niveau du réseau thrombosé. Chapitre anatomopathologie, la localisation, on a dit le plus souvent les os longs, c'est-à-dire fémur, tibia, l'hémérus. On dit que c'est près des régions juxta-épiphysaires, mais les os du squelette osseux, tout le squelette osseux peut être atteint, c'est-à-dire les deux os de l'avant-bras, le rachis, la clavicule, mais les plus fréquents, c'est les os longs. Donc voilà, chez l'enfant, c'est surtout près du genou, d'accord, l'extrémité supérieure du fémur, les épaules. Par contre, chez l'adulte, la localisation est différente par rapport à l'enfant. Donc, quand on a une lésion récente, le foyer initial, son siège est en règle corticale avec des lésions congestives, c'est-à-dire il y a un œdème au niveau des corticales, et cet œdème, il laisse passer les antibiotiques. Il est perméable aux antibiotiques. Et son expansion se développe par les canaux de Havertz. Et cela aboutit d'abord à un abcès sous-périosté qui est à ce moment-là imperméable aux antibiotiques, ensuite vers la diaphyse et les parties molles. Le diagnostic, on prend comme type de description l'ostéomyélite aiguë de l'extrémité inférieure du fémur du grand enfant. Donc il faut savoir que le début est brutal, associé à un syndrome infectieux qui est lié à la bactériémie, avec une fièvre 39-40, des frissons et parfois une agitation délirante. L'enfant, vu la température qui est très élevée, il délire. Et cette douleur est caractéristique, donc par sa brutalité, par son intensité qui est extrême, qui est continue, il n'y a pas d'accalmie, elle est atroce, elle est exacerbée par le moindre mouvement, entraînant une impotence fonctionnelle qui est absolue et entraîne une insomnie. Et le ciel, c'est surtout la partie basse de la cuisse et
Elle est unilatérale. L'examen clinique est un temps important, il doit être doux. La règle devant un enfant fébrile est de palper les métaphyses. Donc à l'inspection, le membre inférieur est en position demi-fléchie, c'est la position antalgique, et le genou est normal, c'est-à-dire il n'y a ni rougeur, ni œdème, ni tuméfaction, et cela nous permettra de faire la différence entre une arthrite du genou et l'extrémité, et l'ostéomyélite de l'extrémité inférieure du fémur. En cas d'ostéomyélite inférieure de l'extrémité inférieure du fémur, le genou est tout à fait normal. Et la palpation, à ce moment-là, elle va vérifier l'intégrité articulaire. Donc, il n'y a ni les mouvements sont possibles, il n'y a pas de choc rotulien. La palpation recherche également s'il y a d'adénopathie inguinale. Et un signe fondamental, c'est la douleur provoquée typique qui est métaphysaire, susarticulaire, caractère, segmentaire. Elle est segmentaire et qui est isolée et elle est circonférentielle. L'examen complet à la recherche d'une porte d'entrée, s'il y a un furoncle, s'il y a un panari, une rhinopharyngite, il y a une plaie. Les examens complémentaires, la formule, la numération formule sanguine qui montre une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, la CRP qui augmente précocement dès la 6e heure et peut être normale dans 20% des cas. Et la VS qui est augmentée, mais elle est plus tardive que la CRP et sa normalisation est plus lente. Et les hémocultures, surtout en cas de pic fébrile. Pour rechercher par un examen de l'abstix, recherche de glucosurie ou bien d'albuminité. Le bilan radiologique, la radio du fémur de face et de profil, prenant les deux articulations sus et sous-jacentes. À la phase des débuts, la radio est tout à fait normale. Des fois, on trouve un flou des parties molles adjacents à la métaphyse. À la phase d'état, on recherche une apposition de fines lamelles osseuses à la corticale, ce qu'on appelle une réaction périostée. Un stade plus tardif, on peut trouver des lacunes métaphysaires, des irrégularités des corticales ou bien un séquestre osseux. Séquestre osseux, c'est quoi? C'est un os qui n'est plus vascularisé, c'est un os qui est mort. Voilà quelques images. Ici, on voit une image, ce qu'on appelle un abcès de Brody. C'est une image lacunaire de siège métaphysaire. Cette image, on voit cet aspect flou, cette irrégularité métaphyso-diaphysaire, témoignant de la chronicité de l'infection et la propagation de l'infection de la métaphyse vers la diaphyse. Sur cette image, on voit également cet aspect, cette image lacunaire, et on voit une réaction périostée. Voilà, de chaque part et d'autre de l'os, ça ce qu'on appelle une réaction périostée, c'est des lamelles périostées. L'échographie permet le dépistage et une ponction guidée de l'abcès périosté. Donc voilà, c'est un abcès qui est collecté et l'échographie permet de faire une ponction guidée et de vider cet abcès. On le voit ici également. Pour la scintigraphie osseuse n'est réalisée que s'il existe un doute diagnostique. Elle montre une hyperfixation si elle n'est pas spécifique. Il n'y a pas de différence entre une infection, une tumeur ou autre pathologie inflammatoire. Donc, elle trouve sa valeur dans la précocité diagnostique. Voilà, donc il y a une fixation, qui montre une fixation témoignant d'une infection, bien d'une inflammation. Le scanner, surtout pour la localisation vertébrale et sacroiliaque, et l'IRM, elle permettra des renseignements précoces avant la radio standard. Voilà, lésion d'ostéomyélite.
et on voit l'absédation, c'est-à-dire l'abcès des parties molles. L'évolution, elle ne se conçoit que sous traitement antibiotique intensif et instauré en urgence. Elle sera suivie sur la courbe de température, la formule de numération sanguine qui est répétée, et les hémocultures, la vitesse de sédimentation et les examens locaux cliniques et radiologiques. Cette évolution peut être favorable quand l'ostéomyélite est vue au début et traitée en urgence, elle évolue généralement favorablement. À ce moment-là, la température chute en quelques heures et la douleur disparaît en quelques jours. Le bilan biologique du 3e jour montre une diminution significative de la CRP ainsi que de la polynucléose. Le bilan du 10e jour montre une cuisse sèche, froide et indolore. Et pour la palpation de l'os, cette palpation est tout à fait normale. Et si on fait des clichés radiologiques, la radiologie reste négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apparition de signes radiologiques. La radio est tout à fait normale. Le traitement ne sera jamais arrêté avant la 3e semaine et la surveillance doit être prolongée jusqu'à la reprise de la marche et même après. Le deuxième cas de figure, on a une amélioration clinique et biologique, mais des signes, apparition de signes radiologiques. À ce moment-là, ça nécessite une surveillance, une très bonne surveillance. Il faut prolonger le traitement au-delà de 3 semaines. Troisième cas de figure, l'évolution est défavorable. À ce moment-là, on a une expansion des lésions vers la chronicité et la zone incriminée va rester douloureuse. La radiographie va montrer des signes d'ostéolyse et c'est surtout des séquelles. Et à ce moment-là, la vitesse de sédimentation va encore augmenter, la cuisse va être épaissie, la peau luisante, la douleur devient vive et c'est grâce à l'incision de l'abcès que l'évolution est souvent favorable. Pour les formes cliniques, on a l'ostéomyélite du nouveau-né et du nourrisson. Elle est très particulière car elle est très grave avec un pronostic redoutable pour l'épiphyse incriminée. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu qu'avant un an, les capillaires perforent le cartilage de croissance et donc il y a une diffusion de l'infection vers l'articulation. C'est pour ça qu'on parle d'ostéoarthrite, c'est-à-dire le diagnostic est difficile entre une ostéomyélite et ostéoarthrite et le diagnostic est très difficile à cet âge. Pour l'ostéomyélite et subaiguë, le début est généralement insidieux, la symptomatologie est fruste, peu de cils locaux et l'évolution est bénigne et le bilan biologique est peu perturbé. La radiologie montre une lacune épiphysaire bien circonscrite, comme on l'a vu tout à l'heure sur le cliché radiologique. Pour l'ostéomyélite chronique, c'est l'évolution naturelle d'une ostéomyélite aiguë non traitée, et en cas de suppuration chronique, on note une supposition, c'est-à-dire l'évolution naturelle d'une ostéomyélite non traitée. Pour l'abcès de Brody, lacune purement intraosseuse, métaphysaire ou métaphyso-épiphysaire bordée par une zone de sclérose osseuse. Il y a les formes qui sont abattardies par les antibiotiques, il y a les terrains particuliers, de drépanocytose et les malades qui sont hospitalisés en réanimation. Généralement, ils développent une ostéomyélite à localisation multiple. Pour le diagnostic différentiel, le diagnostic doit être précoce et la douleur provoquée doit le rendre très probable pour imposer le traitement d'urgence. L'existence d'une douleur de fracture sans fracture signe l'ostéomyélite aiguë. Il ne faut pas confondre une ostéomyélite aiguë avec une tuberculose ostéo-articulaire, une lymphangite aiguë, un rhumatisme articulaire aigu dans sa forme monoarticulaire, une arthrite aiguë à germe banaux. Concernant le chapitre de traitement, il faut savoir que c'est une urgence thérapeutique et il comporte deux volets. Le volet traitement médical avec une antibiothérapie bien adaptée et une
ou immobilisation plâtrée. Donc, antibiothérapie à large spectre par voie intraveineuse, et la date de l'arrêt du traitement est très difficile à fixer. Celui-ci ne sera jamais inférieur à 3 semaines et doit être poursuivi tant que les anomalies biologiques et radiologiques persistent. L'immobilisation plâtrée a pour but antalgique et d'éviter la pullulation microbienne. Nécessite une surveillance quotidienne du foyer, clinique et radiologique. Et on terminera par une conclusion. Et il faut savoir que toute douleur osseuse fébrile chez l'enfant, proche du genou, loin du coude, est une ostéomyélite aiguë jusqu'à preuve du contraire. Il doit bénéficier en urgence de prélèvements à visée bactériologique et démarrer l'antibiothérapie avant même les résultats. L'ostéomyélite, dépistée et traitée le plus souvent précocement afin d'éviter des séquelles lourdes sur le plan fonctionnel. Et je vous remercie.